Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour évoquer le tout premier film de Guillermo del Toro qui, ça y est disponible au cinéma depuis le 26 février grâce au film du Camélia qui le ressort dans une version 4K. Il s'agit de Cronos. Cronos, c'est un film qui est sorti en 1993 et qui est donc le premier long métrage de Guillermo del Toro. Vous allez voir, on y retrouve en fait tous les prémices de son cinéma et c'est vraiment un film qui annonce finalement la couleur de sa carrière. Cronos, c'est l'histoire d'un alchimiste qui, au XVIe siècle, met au point un mécanisme qui confère l'immortalité. Mais notre film, lui, prend place des années après, 400 ans finalement plus tard, lorsque Jésus Christ, donc qui lui est un vieil antiquaire, et bien, découvre par hasard ce mystérieux objet et en quelque sorte on devient la victime, puisque cette horloge, l'horloge de Cronos, donc, qui a été fabriquée par l'alchimiste, eh bien, elle offre la vie éternelle. Mais elle offre la vie éternelle à un prix, la propre humanité de Jésus. Ce film, c'est un mélodrame horrifique en fait, et vous allez le voir, je vous l'ai dit, ça annonce vraiment tout ce qui va suivre dans la carrière de Guillermo del Toro, à commencer par sa forme, puisque le film adopte le format du conte. Et de nombreux films de del Toro débutent avec une voix off, et le film ici n'y échappe pas. Ça commence très basiquement avec l'introduction de l'alchimiste, donc Uberto Fulcanelli, qui débarque à Veracruz au Mexique en 1536. Donc voilà, le film débute là-dessus, nous pose vraiment l'histoire de cet alchimiste et de comment il en est arrivé à créer l'horloge de Cronos. C'est un dispositif qui est efficace pour le coup parce que forcément, il y a tout un enjeu narratif, ça permet de poser les bases de cette histoire, dans l'espace de 5 minutes, de nous présenter ce mécanisme, son fonctionnement, puis de basculer sur le présent, vers notre personnage principal, mais c'est aussi voilà, une manière de nous plonger en fait d'emblée dans un univers fantastique qui finalement est le nôtre. Notre propre monde, au Mexique en particulier, où Guillermo del Toro insuffle du fantastique. D'ailleurs, c'est la seule fois pour l'anecdote que Guillermo del Toro tournera au Mexique. Dans ce film, on retrouve toutes ces obsessions, que ça soit ces monstres forcément, mais des monstres qui sont nés à partir d'effets pratiques. C'est un cinéma artisanal, on va y revenir, c'est l'une des 5 raisons notamment que je vais vous évoquer dans cette vidéo. On a aussi un lien très important entre, alors ici c'est pas un père, mais c'est un grand-père et sa petite fille, et cet amour-là, paternel, même si ici ça relève d'un autre lien, mais cette idée-là d'une figure paternelle, c'est aussi quelque chose qui revient énormément dans son cinéma. Tout comme la réflexion sur la mort, je veux dire, ici il est question d'un film qui traite de l'immortalité, et ce questionnement sur la mort, sur la manière d'y échapper, et tout simplement la façon avec laquelle la vie s'écoule à une vitesse assez impressionnante, c'est aussi au cœur de nombreux de ses films. Cronos, c'est l'histoire de la déchéance d'un homme. C'est cet homme, Jésus Christ, qu'on nous présente, je le prononce différemment à chaque fois, hein, sachez-le. Donc c'est l'histoire de Jésus qui est finalement un simple antiquaire, qui vit sa vie paisiblement au Mexique, et qui tombe sur ce mystérieux dispositif dans une statue en fait, vraiment dans la statue d'un archange, il tombe sur l'horloge de Cronos, et il est assez fasciné, il la présente à sa petite fille, et en fait, soudainement, l'horloge s'accroche à sa main et lui injecte donc cette mystérieuse substance, en quelque sorte, qui va lui donner l'immortalité. Mais Jésus, il en veut pas cette immortalité, lui il a rien demandé, et en fait c'est vraiment l'horreur qui va s'inviter progressivement dans son quotidien. Il est interprété par Federico Lupi, et pour le coup on va voir vraiment à l'écran sa réalité qui va être peu à peu changée, bouleversée en quelque sorte, puisque cet élixir d'immortalité, il affecte évidemment sa vie de façon générale, mais la première chose qu'on voit, nous, c'est sa nouvelle apparence. C'est-à-dire qu'il va abandonner vraiment son look d'antiquaire soigné, donc avec la moustache, le veston, le nœud papillon. Là, son visage apparaît beaucoup plus lisse, il se rase également, les rides sont beaucoup moins visibles. Et puis, ça se voit aussi dans son style vestimentaire, puisque il ouvre le veston et il déboutonne également la chemise. Et tout ça, évidemment, ça s'associe à l'élan finalement de jeunesse qu'il va avoir en goûtant à cet élixir d'immortalité. En parallèle aussi là-dedans, je vous parlais donc de sa transformation physique, mais c'est aussi une transformation mentale qui s'opère puisque
il semble avoir retrouvé son appétit sexuel, ce qui, on va pas se le cacher, hein, ne déplaît pas à son épouse. De prime abord, tout va pour le mieux. Il a une nouvelle apparence qui lui confère un certain succès auprès de sa compagne et il se sent mieux dans ce nouveau corps. Mais très rapidement, les effets négatifs de l'élixir d'immortalité se font ressentir, puisque Rezuz va développer une certaine appétence pour le sang humain, ce qui va être très compliqué et il va finir par céder à cette soif de sang dans une scène d'anthologie, pour le coup une scène que j'avais déjà vu passer en fait, et j'ai découvert qu'elle appartenait à ce film, je l'ignorais totalement. C'est un semi-spoil, mais elle est vraiment mise en avant pour le coup dans les images diffusées par les films du Camélia, parce que ça reste l'une des scènes les plus emblématiques du film. Cette scène où Rezuz assiste au réveillon de fin d'année, au réveillon du Nouvel An dans une salle des fêtes, et un homme, du fait de la chaleur, saigne du nez. Il s'en va aux toilettes et il reste quelques taches de sang sur le sol. Et donc Rezuz, à même le sol, en fait, va goûter à ce sang, va s'abandonner finalement à cette tentation pour la première fois. Et c'est à partir de là que on va définitivement basculer dans sa déchéance. Parce que pour la première fois, il a perdu son humanité. Il essayait de lutter contre ça jusqu'à présent, mais cette scène, c'est vraiment la bascule vers quelque chose de beaucoup plus terrible. Une bascule qui se fait en plus sous les yeux de sa petite fille, Aurora, dont il est très proche. Les premières scènes du film d'ailleurs nous les présentent ensemble, où c'est une enfant qui est mutique, qui ne parle pas, mais qui est très curieuse, très attachée aussi à son grand-père, et tout le début du film, vraiment l'introduction nous les présente de façon fusionnelle en fait. On sent l'attachement qu'ils nourrissent l'un envers l'autre, et ben, il vaut mieux ça, puisque c'est la pauvre Aurora qui va devoir s'occuper de son grand-père en fait. C'était lui qui au départ la prenait sur ses genoux, lui enseignait le monde, je veux dire. D'ailleurs c'est avec elle, je veux dire, qu'il a découvert le mécanisme de Chronos, et quand il en devient la victime, et bien c'est à Aurora de le sauver. Et elle, à sa hauteur d'enfant, elle tente de trouver des solutions, comme par exemple lorsqu'elle s'empare de ce dispositif et qu'elle le cache dans le rembourrage d'une de ses peluches, parce que pour elle c'est la seule cachette à laquelle elle peut songer. Et ça nous rappelle bien que en fin de compte, c'est qu'une pauvre enfant qui fait face à un danger qui la dépasse, un danger qui pourrait être mortel. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films de Del Toro, à l'instar du Labyrinthe de Pan. Et qu'on se le dise, ce sont ces scènes justement entre le grand-père et sa petite fille qui sont les plus émouvantes du film, ce qui fait aussi que Chronos appartient plus au mélodrame qu'au film d'épouvante, qu'au film fantastique en fait. Et j'ai l'impression de beaucoup me répéter là-dessus, mais Chronos c'est vraiment ce film qui annonce la filmo de Del Toro, et même en termes de tonalité du film, je veux dire, l'ambiance est vraiment similaire à ce qui se fait par la suite. Cette idée d'un mélodrame finalement, d'une poésie qu'on peut trouver même dans l'horreur. Quatrième raison, à mes yeux, de découvrir Chronos, c'est pour les effets pratiques. Donc Guillermo del Toro, c'est quelqu'un qui est connu pour son cinéma artisanal, pour son goût du fait main, vraiment des effets visuels qui sont dénués de numérique en fait, qui sont, je veux dire, des créatures qui sont réellement créées pour le long métrage, et c'est le cas du mécanisme de Chronos. Et il y a quelque chose d'assez fascinant, ce mécanisme. Il prend la forme d'un scarabée doré qui ressemble à un galet, en tout cas dans sa forme, dans sa rondeur, qui tient parfaitement en plus dans le creux de la main, mais quand on tourne la molette, et bien on a ces pattes de fer qui s'accrochent à la peau sans vouloir la lâcher. On a aussi le dard de fer qui s'enfonce justement dans la peau pour injecter la mystérieuse substance. C'est un objet qui est fascinant lui-même, et c'est assez facile de comprendre l'intérêt qu'éprouve notre protagoniste vis-à-vis de Chronos, vis-à-vis de l'horloge de Chronos. D'ailleurs, Del Toro aussi, pour renforcer justement cet attrait envers cet objet, eh bien, immerge le spectateur à l'intérieur, puisque à plusieurs reprises, voilà, il plonge sa caméra dans le mécanisme de l'horloge de Chronos, ce qui nous permet de voir un objet qui apparaît presque comme vivant. Et d'ailleurs, pour rester dans l'idée d'un cinéma artisanal, le maquillage aussi, et c'est peut-être le seul reproche que je ferais au film, mais
on serait pas sur un film bis, sur un film, vous savez, d'horreur à petit budget, même si pour le coup Guillermo del Toro a quand même dû hypothéquer pas mal de ses affaires pour réaliser ce long métrage, pour réaliser son premier long, mais ça nous renvoie voilà, vraiment à la dimension artisanale du film, puisque quand la peau de notre protagoniste eh bien, commence à se déliter, c'est-à-dire que il est immortel, donc si sa peau est touchée, il peut tout simplement la peler pour en dévoiler une nouvelle en dessous. Et cette nouvelle peau, elle est marbrée, elle est blanche, striée dans des teintes bleutées. Et de loin, c'est vrai que c'est assez perturbant parce que la blancheur est trop éclatante pour être naturelle. Mais c'est même pas ça moi qui me pose problème, c'est les gros plans. C'est-à-dire qu'on a vraiment des plans très rapprochés sur Jesus et on est au plus près de cette peau qui nous crie vraiment qu'il s'agit de maquillage. Et c'est vrai que ce point de vue de la crédibilité, c'est la seule chose qui m'embête, mais en même temps, je veux dire, un film de Del Toro ne serait pas un de ses longs métrages si on n'avait pas justement toute cette facette-là du fait main. Et enfin, cinquième raison, mais ça c'est plus pour... parce que je trouve ça assez amusant de le voir dans ce film en sachant la collaboration qu'ils vont avoir ensemble par la suite, c'est que ce film, ça marque aussi le début de Ron Perlman dans le cinéma de Del Toro, donc il aura notamment un rôle clé dans Hellboy, où il jouera littéralement Hellboy, et voilà, c'est le premier film de Del Toro dans lequel on le voit, et ça marque le début d'une longue collaboration entre les deux. Ron Perlman, pour la faire très courte, c'est une dimension du film que j'ai pas évoquée, mais forcément quand Jesus découvre l'horloge de Chronos, eh bien ça fait des envieux et on a un milliardaire malade, mourant même, qui cherche justement cette horloge depuis des années. Et donc il va envoyer son neveu sur les traces de notre protagoniste, et donc ce neveu c'est Ron Perlman qui subit en quelque sorte les ordres de son oncle. C'est un rôle de méchant, mais je veux dire, il le fait tellement bien, ça m'étonne pas qu'on lui donne des rôles pareils. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez l'occasion aussi d'aller voir Chronos au cinéma. C'est un film qui lance la carrière de Del Toro et au-delà évidemment de tous ces symboliques là, ça reste un film qui est très agréable à regarder, un mélodrame horrifique comme Guillermo del Toro sait les faire. Malheureusement, la distribution est souvent compliquée et j'ai conscience que ces sorties-là, ces ressorties patrimoine sont très centrées sur Paris. Cependant, le film est sorti en 93, donc il est disponible sur les plateformes, il est disponible en achat à la VOD, en DVD si vous parvenez à trouver ces pépites, mais qui sont quand même assez rares. Donc voilà, il y a moyen de découvrir ce film, même si ce n'est pas dans sa nouvelle version 4K. Sur ce, je vous dis à la prochaine.